Comme je disais déjà, merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et puis, nous allons partager quelques généralités sur le parasitisme intestinal. Euh, on va prendre pour modèle ce soir les primates non humains. J'interviens depuis le Gabon. Comme vous avez dit, j'interviens depuis le Gabon, qui est un petit pays d'environ 2000 habitants, avec une superficie de pas très grande aussi, de 270 000 km². Je tenais particulièrement à vous présenter deux sites qui est très important pour nous, qui sont répertoriés au patrimoine mondial, à savoir le parc de Lido et puis le parc de la Lopé. Donc, comme dit déjà tantôt, au niveau du Gabon, j'appartiens au Centre interdisciplinaire de recherche militaire de France-Vie, qui est mon laboratoire d'accueil, où je mène à peu près tous mes travaux de thèse. Comme plan, nous allons avoir une petite phase introductive. Ensuite, je vais vous présenter la méthodologie que nous avons utilisée pour pouvoir générer les résultats de l'étude que je vais vous présenter sur peu. Quelques résultats que nous allons légèrement discuter et puis on va finir avec une conclusion. Donc, comme dit tantôt, là, je vais vous présenter un travail qu'on a fait en particulier dont l'objectif principal était de caractériser les parasites humains présents chez les primates non humains. Un objectif spécifique, c'était de voir la diversité des parasites intestinaux qui étaient présents chez les primates non humains et puis à côté d'évaluer les différents facteurs qui pouvaient euh, être à l'origine de ce parasitisme-là ou bien le favoriser. Donc, déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut retenir, c'est que le monde, déjà, se définit comme un environnement euh, comme un immense réseau d'interactions entre des organismes différents. Et ces interactions-là peuvent être bénéfiques, mutuelles ou pas. En particulier, le parasitisme est une relation entre deux êtres vivants où un seul, qui est le parasite, va profiter un autre organisme qu'on va appeler dans ce cas soit pour se nourrir, soit pour s'abriter ou bien pour se reproduire. Nous allons avoir, grosso modo, trois catégories de parasites. Les ectoparasites qui vont, eux, vivre à la surface du corps. On peut, à l'instar, voir les poux, les tiques, etc. Et les endoparasites qui sont beaucoup plus, qui sont internes. Bon, sur les endo et les ectoparasites, il y a quand même une discussion qui demeure parce que il y a certains qui pensent qu'il faudrait les associer vu que c'est tous deux des parasites internes, mais il y a une légère différence. Les endoparasites, eux, ils vont plutôt parasiter des zones beaucoup plus fermées. Exemple, là, sur l'image, vous pouvez voir l'appareil circulatoire et le cerveau, alors que les mésoparasites, eux, ils vont parasiter des zones internes du corps qui sont connectées avec l'extérieur. Exemple comme l'appareil digestif. Donc, en somme, c'est un petit peu ça. Donc, d'entre deux jeux, ce qu'on sait, c'est que les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes tels que les virus, les bactéries, les parasites, et que ces micro-organismes-là, aujourd'hui, on dit que 60% des maladies sont d'origine animale. Donc, la question qu'on se pose premièrement, c'est de savoir, mais comment ces maladies qu'on retrouve dans le milieu animal fait pour passer en population humaine? Et l'une des réponses qui s'impose à nous, c'est l'augmentation évidemment des contacts entre l'homme et les animaux qui passe essentiellement par la conquête des environnements forestiers par l'homme au travers des activités entreprises telles que la chasse, l'élevage ou encore même l'écotourisme qui est beaucoup plus vulgarisé aujourd'hui. Mais à côté de ça, on a aussi constaté que la création des sanctuaires au travers de la conservation de la biodiversité, ces sanctuaires-là ou bien centres de primatologie vont être à l'origine en fait de la cohabitation entre les animaux et les populations humaines qui sont en charge de pouvoir prendre soin de ces animaux durant leur séjour au sein de ces centres. Donc, on se demande alors, mais quel pourrait être le rôle de ces environnements confinés-là dans le maintien des maladies infectieuses? Et puis, il y a plusieurs auteurs qui sont cités là juste à côté, donc Deza ou Fangoy, euh, qui ont montré en fait le passage des micro-organismes qu'on retrouve spécifiquement dans le milieu animal
à vouloir évaluer en fait le rôle de ces différents milieux-là dans le transfert des maladies infectieuses, notamment dans le cas des parasitoses intestinales. Pourquoi des parasitoses intestinales? Parce que plusieurs études dans la littérature ont rapporté que les parasites, que les primates autres humains, les primates non humains, étaient porteurs d'une large diversité de parasites gastro-intestinaux et que ces parasites gastro-intestinaux-là avaient des effets vraiment néfastes sur la santé des autres parasités. Euh, euh, les dommages sont vraiment larges. On peut partir des troubles intestinaux comme des diarrhées, des vomissements, des amaigrissements, aux avortements et même à la mort en cas de forte densité parasitaire. Donc, on s'est dit, on s'est donné comme travail, nous sommes dans un centre de recherche. Au sein de ce centre de recherche, peut-être le mentionner, au sein de ce centre de recherche, nous avons un centre de primatologie où des animaux sont gardés, conservés. Et au sein de ce centre de primatologie-là, on a effectivement un personnel d'appui qui est en charge de prendre soin de ces animaux. Et donc, on a voulu évaluer le rôle de cet environnement confiné-là dans le maintien de la transmission des maladies parasitaires. Et l'information que je voulais rajouter, c'est au niveau de l'environnement confiné. En fait, on a considéré comme environnement confiné ce milieu d'interface-là, ce lieu de rencontre entre les animaux et les humains, où ils sont là, statiques, à un même endroit, à cohabiter, en fait. Et donc, c'était grosso modo ça, l'idée de départ de notre travail. Donc, euh, l'étude, pré- comme dit précédemment, on l'a menée au centre de primatologie du sciences, que vous pouvez voir là, au centre de primatologie du sciences. Euh, Au sein de ce centre, on a échantillonné plusieurs espèces, toutes les espèces de primates non humains qui vivent au sein du centre. Et puis, à côté de ça, on a aussi échantillonné le personnel, bon, les volontaires, le personnel qui travaille au sein du centre pour pouvoir euh, voir est-ce que les parasites humains sont retrouvés au niveau des primates et est-ce que les primates sont porteurs des parasites potentiellement zoonotiques, c'est-à-dire des parasites qui peuvent passer à l'homme. Et donc, en gros, on a eu 116 individus, dont 16 primates non humains et 6 échantillons humains. Et donc, après ça, pour pouvoir identifier nos différentes espèces parasitaires, on a utilisé deux techniques de coprologie. La technique de coprologie, en fait, va nous aider à... Les techniques de coprologie, notamment l'application de McMaster et de Lewis et la sédimentation modifiée de Bayerman, en fait, ces différentes techniques-là vont nous permettre de pouvoir mettre en évidence notre diversité parasitaire. Et ensuite, de pouvoir l'identifier après, comme vous voyez ici, c'est à l'aide d'un microscope qu'on a identifié les parasites après. Et donc, pour les individus qu'on avait retrouvés positifs, euh, les individus qu'on avait positifs, euh, nous sommes passés à, nous sommes passés à l'identification moléculaire pour pouvoir effectivement euh, enfin, il faut dire que l'identification qu'on fait après les différentes techniques oncologiques, c'est une identification visuelle. Maintenant, pour être sûr du résultat, nous sommes partis faire une identification biomoléculaire, une identification biomoléculaire pour pouvoir confirmer ou infirmer nos différents résultats microscopiques. Et donc, nous avons suivi le processus d'extraction d'ADN de deux différents ADN parasitaires. Nous sommes passés à l'amplification de ces différents ADN-là et puis une visualisation, excusez-moi, en électrophorèse. Il faut dire que, premièrement, ce que nous avons fait, c'était d'utiliser un pan-nématode qui a permis de vérifier, premièrement,
est-ce que les échantillons qu'on a trouvés positifs en microscopie étaient vraiment des parasites? Et donc, après confirmation de ça, nous avons continué par l'amplification et puis l'électrophorèse qui nous a permis de confirmer. En fait, le but de la partie moléculaire aussi était de confirmer effectivement la présence des parasites humains chez les animaux identifiés comme positifs à ces parasites-là. Donc, comme outil, on a utilisé des outils décisionnels qu'on a utilisés pour l'identification des œufs de parasites avec les techniques, après les techniques oncologiques que je vous ai présentées plus tôt. Nous avons utilisé certains critères et une clé d'identification parasitaire. Ces critères-là étaient essentiellement la paroi des œufs, le contenu, la forme, la couleur et la taille du œuf. Et après ça, pour pouvoir déterminer la charge parasitaire, nous avons fait le calcul du nombre d'œufs par gramme de fécès. En fait, pourquoi déterminer la charge parasitaire? Parce que euh, ça dépend de l'espèce parasitaire, mais un parasite devient beaucoup plus dangereux dans l'organisme en fonction de sa densité, en fonction de sa charge parasitaire. C'est pourquoi il était nécessaire aussi pour nous, au terme de cette étude, de pouvoir déterminer les différentes charges et de voir le niveau de risque euh, des animaux à être parasités par ces différentes espèces parasitaires. Ensuite, nous avons fait quelques analyses statistiques pour pouvoir évaluer la pertinence de nos résultats. Donc, au terme de tout ça, on a trouvé sur les 100 individus de primates humains, 95 étaient positifs. Et sur les 16 individus prélevés chez les humains, un seul était positif. Euh, on se dit certainement par rapport à la prévalence que c'est certainement dû au fait que, en fait, l'étude, on la mène une année après la phase Covid. Et donc, on se dit, la prévalence est certainement très élevée, dû au fait que pendant la phase Covid, là, euh, beaucoup de... Le transport était difficile, donc les animaux étaient très, très mal nourris durant cette période-là. Et aussi que les contrôles sanitaires avaient été interrompus. Et donc, on se dit que durant ces temps, vu que les animaux n'étaient pas déparasités, bah, la charge parasitaire a dû grimper. Euh, Parce que la plupart des animaux qui étaient négatifs, mais qui n'avaient pas été trouvés parasités, c'était des enfants. C'était des enfants euh, qui, la plupart, enfin, avaient suivi des soins beaucoup plus particuliers parce que les petits, quand ils naissent au sein du centre ou bien qu'ils sont ramenés au sein du centre de primatologie, ils vont avoir une phase de quarantaine où ils auront un suivi médical beaucoup plus poussé que les autres. Donc, on s'est dit que bah, c'est certainement dû à ça. Et aussi, à cause des outils que nous avons utilisés, je suis certainement passé très rapidement sur ça. Mais au niveau de l'identification morphologique, nous avons utilisé trois techniques différentes pour pouvoir vraiment cribler en fait les différentes espèces parasitaires présentes chez ces animaux-là. Et donc, en ce qui concerne le résultat chez les humains, on se l'explique par le fait que, enfin, chez l'homme, c'est assez différent. Pardon, chez l'homme, c'est assez différent. Pour, euh, pour pouvoir avoir un résultat fiable de morphologie, il faut faire trois réplicas d'échantillons, mais le personnel n'était pas très emballé de donner à chaque fois leurs échantillons fécaux comme ça. Donc, on a dû faire avec ce qu'on avait. Et puis, mais à l'outil moléculaire, tous les humains étaient positifs. Donc, c'est ce qui prouve qu'à un certain moment, euh, ils, ils étaient ou bien ils sont parasités en fait par ces différentes espèces que je vais vous présenter beaucoup plus tôt maintenant. Donc, j'ai parlé des espèces parasitaires qu'on a identifiées. Donc, il y en avait environ une douzaine. Je vais vous présenter certains qui je vais entourer. Hein, je vais entourer. Il y a certains qui sont vraiment, vraiment, vraiment des problèmes.
public, on a ici, je ne sais pas si vous le voyez bien là-bas, on a l'obscur, qui a été identifié ici, on a Tricurus, les œufs de Strangeville, on a Mammogamus, Ozophagostomum ici, Bamentidium, euh, elles sont les différentes espèces végétatives qui sont ici. On a, en gros, on a obtenu une large diversité des parasites intestinaux. Et chez l'humain qui était positif, c'est peut-être important de le marquer, on avait identifié l'œuf d'Oesophagus. Et donc, après ça, comme on disait, on a aussi déterminé la densité parasitaire. Ce qu'on constate ici, en fait, c'est que euh, la plupart des parasites identifiés étaient en grande quantité chez tous les individus, ce qui est vraiment alarmant en fait. Ça veut dire que ces animaux-là doivent vraiment être traités. Et peut-être information entre parenthèses, suite au travail qu'on avait mené, on a transmis les résultats au directeur du centre de primatologie qu'il fallait urgemment traiter les animaux parce que le cas était grave. Le nombre, la densité et la charge parasitaire étaient beaucoup trop élevés. Et il s'est suivi qu'après, il y a beaucoup des animaux qui sont décédés après notre passage au sein du centre de primatologie. Donc, donc, c'était ça. La sonnette d'alarme avait été lancée au niveau de la direction. Et puis, voilà. Donc, parmi les espèces que je vous ai présentées qui avaient été identifiées, peut-être pour revenir, l'objectif du travail, c'était d'identifier chez les primates non humains qui vivaient au centre de primatologie les différentes espèces parasitaires qu'on retrouvait chez les humains pour pouvoir évaluer en fait le risque zoonotique, non seulement pour l'humain, mais aussi pour les animaux qui sont au final, qui peuvent être contaminés par l'homme, par différents moyens. Hein. L'individu, qu'on appelle notamment l'animalier, qui est beaucoup proche des animaux là-bas, peut aller au vestiaire, ne pas bien se laver les mains, revenir, donner à manger aux animaux et par la suite contaminer l'animal en question. Et donc là, on a bien constaté, on a déterminé quatre espèces qui sont tous des problèmes de santé publique, quatre espèces de parasites humains qui sont tous des problèmes de santé publique chez les primates non humains. Ce qui est vraiment grave, en fait. C'est vraiment grave. Et donc là, c'est le résultat de la, de l'identification moléculaire chez l'homme. Comme je disais, on a quand même passé les échantillons humains qui étaient négatifs en biologie moléculaire et on a constaté que ces humains a été positif. Et donc là, euh, ce sont les différentes espèces parasitaires qu'on a retrouvées chez les humains, qui sont aussi des espèces parasitaires qui sont dangereuses pour la santé de l'homme à cause des troubles qu'ils peuvent occasionner. Euh, À la suite de ça, on a évalué les différents facteurs, notamment qui étaient le genre, mâle ou femelle, l'habitat. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est qu'au niveau du centre de primatologie, euh, on a deux types d'habitats. On a les volières, qui sont des environnements beaucoup plus confinés. Excusez-moi, on a des enclos qui sont des environnements beaucoup plus confinés, alors que les volières sont beaucoup plus libres. Et au niveau des enclos, les animaux sont, euh, sont plus ou moins à l'état naturel. En fait, c'est un état naturel confiné dans une grande barrière, alors que au niveau des volières, bah, les animaux sont sur des sols cimentés et puis ils ont beaucoup plus de contact avec les animaliers qu'au niveau des enclos. Donc, on voulait évaluer est-ce que ces différents habitats-là pouvaient constituer un risque? Est-ce que le fait d'être mâle ou femelle pouvait constituer un risque par rapport au portage parasitaire pour les animaux? Et puis, on s'est rendu compte que bah, pas forcément, que la prévalence parasitaire n'était pas influencée par ces différents facteurs retenus, mais que
Ce résultat n'a pas été présenté, mais que la charge parasitaire, au contraire, était influencée par ces différents facteurs. Peut-être éclaircir ça. Là, quand on parle de prévalence parasitaire, c'est est-ce que le fait que les primates habitent au niveau des enclos ou des volières fait qu'on retrouve beaucoup plus des animaux parasités? Est-ce qu'au volière, on retrouve beaucoup plus des animaux parasités par rapport aux animaux qui vivent dans enclos? Est-ce que le fait d'être mâle fait que les animaux seront beaucoup plus parasités? Est-ce que le fait d'être femelle fait que les animaux seront beaucoup plus parasités par les parasites intestinaux? À cette question-là, en répondant, on n'a pas pu mettre ça en évidence. Mais on a pu montrer par contre que la charge parasitaire, c'est-à-dire le nombre d'œufs de parasites, le nombre de parasites présents chez un individu, était influencé par le fait qu'ils vivent au niveau des enclos, comme je disais, qui est un milieu beaucoup plus naturel. Donc, on a un sol, on a une terre, on a un sol où les animaux sont en contact avec la terre et on sait qu'il y a plusieurs études qui ont montré que la terre était un réservoir de parasites. Et on a constaté qu'au niveau des volières, bah, les animaux avaient des charges beaucoup plus faibles. On a aussi pu voir que la charge parasitaire était beaucoup plus élevée chez le mâle et on se l'explique par le fait que euh, bah, les mâles, ça c'est une étude sur laquelle on était tombé, qui expliquait que les mâles, à cause de leur physique beaucoup plus imposant, étaient en contact avec une surface, avec la terre, étaient en contact avec le sol, plus que les femelles, ce qui faisait que leurs différents membres étaient en contact avec le sol, donc ils risquent d'être beaucoup plus infectés que les femelles. C'est un peu drôle, mais c'est vrai, ça a été prouvé. Et puis, euh, en somme de ça, on a aussi transmis ces résultats toujours à la direction, c'est dans le même rapport pour euh, avoir une attention beaucoup plus particulière sur les animaux qui étaient au niveau des enclos parce qu'ils étaient beaucoup plus exposés que les autres et beaucoup plus délaissés déjà parce que les enclos sont quand même éloignés du centre par rapport aux volets. Donc, après ça, donc, je vais rappeler juste que l'objectif de notre travail, c'était d'évaluer la diversité des parasites potentiellement qui peuvent circuler au centre de primatologie entre les animaux qui y sont gardés et le personnel d'appui qui travaille avec ces animaux-là. Et on a pu montrer que ce centre-là, en fait, pouvait constituer un réservoir d'espèces parasitaires qui peuvent contaminer les populations. Ce qu'il faut peut-être mentionner aussi au passage, c'est que le centre a un petit rôle touristique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui régulièrement viennent visiter les animaux. Et donc, on se dit que mais si les animaux sont au final parasités par des espèces parasitaires qui peuvent infecter l'homme, bah, euh, il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre lors des visites. Il y a des précautions à prendre du nourrissage des animaux. Il y a des précautions à prendre lors de l'entretien des animaux. Parce au final, au lieu de les garder, bah, on peut les tuer. Ce qu'il faudrait peut-être aussi mentionner là à ce niveau, c'est que les différents parasites se transmettent par voie orophécale ou bien par voie transcutanée, c'est-à-dire que ce sera manuporté, ce sera au travers des mains, ce sera au travers du sol, du contact avec une surface contaminée par le parasite qui peut perforer la peau et puis coloniser l'organisme en question. Donc, comme on disait déjà, l'étude a révélé qu'on avait que l'habitat, l'espèce, et puis le genre de l'animal pouvait ne pas influencer le niveau d'infestation parasitaire. Mais comme dit déjà tantôt, que le nombre par gramme de fécès, qu'on appelle ici OPG, était bien important et que cette charge parasitaire importante-là pouvait avoir des effets délétères sur la santé des animaux et même sur la santé des visiteurs. Parce que plus un animal est parasité, plus il excrète en fait il excrète des entités parasitaires et donc le processus de transmission est beaucoup plus facilité.
Donc, après ça, on l'avait déjà dit, ce qu'on avait recommandé, c'est que le personnel du centre de primatologie se fasse déjà déparasiter parce que les animaux avec lesquels ils travaillent euh, sont, sont parasités par une large diversité de parasites intestinaux. Donc, on préconisait des antibiotiques helminthiques à large spectre et que à cause du nombre de par gramme de fesses qui était beaucoup trop important, il était qui pourrait avoir des effets délétères sur la santé, qu'il était vraiment urgent de faire quelque chose par rapport à ça, au risque de voir certains animaux mourir. Et malheureusement, euh, on a constaté ça après. Il y a beaucoup d'animaux qui sont décédés juste après notre passage des mois après. Donc, je vous remercie pour votre attention et moi, j'ai fini. J'ai été au centre, hein, j'ai été au centre il y a à peu près un an et demi, et j'ai eu vent en fait de ce que vous reportez là par rapport à la mortalité de ces primates éventuellement. Euh, Ce que je voulais savoir, c'est euh, le- ces primates, est-ce que vous en ajoutez régulièrement? Parce que je me dis la, la population doit changer de temps en temps. Est-ce que vous en ajoutez? De quelle source donc viennent ces primates et quelles sont les modalités en fait de contrôle pour que les parasites qui sont par exemple à l'extérieur dans la forêt, etc., ne soient pas ne contaminent pas les animaux qui sont déjà en captivité. D'accord. Euh, Déjà, le centre ne fait pas dans l'élevage. C'est-à-dire que les animaux, pour la plupart, vont être les femelles, hein, stérilisées. Mhm, On va mettre des contraceptifs là pour qu'elles ne puissent pas enfanter au sein du centre. Donc, la mhm, plupart des animaux qui vont être au sein du centre, ce sont des animaux qui vont être capturés au niveau des populations locales. Généralement, ici, le comportement des populations, c'est un chasseur, il va aller en forêt, il va trouver un animal, il va venir avec ça chez lui et vouloir l'élever. Et donc, quand il y a ce qu'on appelle des alertes locales, quand un alerteur va être mis au courant de la situation, il va faire signe au centre et puis des personnes vont être dépêchées pour aller vers l'individu qui possède l'animal, rentrer dans des négociations pour présenter, l'un des points, c'est de présenter le danger pour la personne qui héberge l'animal par rapport aux maladies qu'il risque d'avoir. Et donc, à partir de ça, et puis après, si la personne n'est pas très, très intense, la loi va venir à l'extérieur et tout. Et puis, l'animal va être récupéré et gardé au centre. La plupart des animaux qui sont là, c'est un peu ça, ils vont être capturés chez des particuliers. Donc, ok, c'est ça. Et quand ils vont arriver au sein du centre, il y a une phase de quarantaine où ok. on va faire tout ce qui est contrôle sanitaire des animaux. Et donc, si un animal se trouve malade dans le centre, c'est qu'il a été contaminé au sein du centre, pas à l'extérieur. Parce que quand il arrive, il y a une phase de contrôle. Si l'animal est malade, il est traité avant d'être introduit auprès des autres. Et donc, s'il tombe malade, c'est au sein du centre qu'il a contracté la maladie. Ok. Merci pour la parole. Euh, donc, si je comprends bien, Madame Mapaga, c'est-à-dire que les animaux sont gardés au sein de ces enclos-là, vraiment dans les cas extrêmes où il n'y a pas mieux. C'est-à-dire dans le cas où, par exemple, ils sont trouvés en captivité chez certaines personnes. Donc, peut-être le centre, en fait, va les recueillir. C'est pas comme si, en fait, on va prendre ces animaux-là de la forêt et puis les emmener dans ces enclos. Ok, je comprends. Donc, la question que je veux vraiment poser, c'est est-ce que alors vous conseillerez euh, à la fin, en fait, est-ce que c'est détrimental de garder ces animaux-là dans ces enclos? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Euh, J'espère que j'ai bien compris. Euh, enfin, l'un des risques
En fait, comme vous disiez tout à l'heure, les animaux ne sont pas pris de la forêt. Ils sont pris chez des particuliers qui vont sortir ces animaux de la forêt d'une certaine manière. Et donc, c'est un risque beaucoup plus important de laisser ces animaux-là en contact avec les populations humaines parce qu'ils sont porteurs généralement de plusieurs pathogènes. On a eu l'exemple d'Ebola, qui était enfin un exemple quand même assez drastique, mais qui a été propagé en population humaine parce que des chasseurs sont allés en forêt trouver des animaux et puis voilà. Et donc, on se dit, c'est beaucoup plus sécurisant en termes de santé de population de récupérer ces animaux-là, de les garder au sein du centre. Et l'avenir des animaux au sein du centre n'est pas de les garder enfin contrôle sanitaire. Ils sont là, s'ils ont un problème, ils sont gardés, en tout cas réhabilités d'une certaine manière. Et lorsque l'animal est fin prêt à repartir en forêt, ils sont libérés en fait. Bon, ils transitent par Bumba, après ils sont libérés. Ok. Merci. Christa, les résultats, en fait, vos trouvailles sont très, très intrigantes. Est-ce que vous avez, vous êtes en voie, parce que vous disiez que vous étiez en voie de publier un article, est-ce que c'est en lien donc avec ce travail-là? Et c'est votre travail de thèse, ça, ou bien c'est peut-être votre master ou un projet indépendant? Ça, c'est un travail de Master 2, je pense qu'on avait fait. L'article qui est en cours n'est pas en lien avec ça. L'article en cours est en lien avec des populations de chimpanzés qui vivent à Bakumba, Bakumba qui est un parc, le parc de la Likedi. On a fait une comparaison entre la diversité parasitaire qu'on retrouve dans des animaux beaucoup plus, des zones beaucoup plus forestières comme le parc de la Likedi et la comparaison avec ceux qui sont hébergés ici au centre de Kumasi, où Ok. c'est un peu plus. Donc, l'article est en lien avec ça, mais pas en lien avec les travaux en question. Mais par contre, ces travaux-là vont être vulgarisés d'une certaine manière parce que les résultats sont quand même assez intéressants et ça nous emmène à réfléchir au comportement à risque des différentes personnes qui peuvent travailler avec les animaux au sein de ce centre-là. Parce on remarque bien que les animaux sont parasités par des parasites humains. Est-ce qu'ils Mhm. sont savoir bah, le personnel contamine les animaux, ce qui est quand même faire attention. La première est plutôt directe. Cycle de reproduction d'un parasite. Bon, c'est plutôt général, mais vous n'avez pas de généralité aujourd'hui, donc la question. Bah, le cycle de reproduction d'un parasite, ça va dépendre du parasite. Comme je disais tout à l'heure, il y a des parasites qui sont transmis par voie orofécale. Il y a des parasites qui sont transmis par voie transcutanée. Donc, en fonction des différentes voies de transmission, de contamination, on aura un cycle bien particulier. Donc, voilà, on aura soit alternance d'une phase externe avec une phase interne, mais ça va vraiment dépendre du parasite. Maintenant, là, il faudrait que, que vous me disiez quel est le cycle de tel parasite et puis là, je pourrais reprendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de cycles de reproduction en fonction du parasite. Ok. La question suivante, je crois, par la même personne d'ailleurs, dit mais est-ce que les parasites dans un animal ou une plante peuvent être visibles à l'œil nu? Si oui, après combien de temps? Il y a certains parasites qui sont visibles à l'œil nu, comme les oxyures. Euh, oui, comme les oxyures, et il y a certains qui ont une phase larvaire qui peut être visible au bout d'un certain temps à l'œil nu. Ça dépend de la période de maturité du parasite. Il y a certains exemples comme ankylostoma qui vont être matures au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, on observe la phase larvaire. Et puis, voilà, là, ça va vraiment aussi dépendre du parasite. Il y a d'autres, l'oxyure, comme je disais, lui, on le met même en évidence avec on appelle ça comment? Un test du scotch. Il y a une expression en anglais pour dire ça, mais je ne me rappelle plus. Un test scotch, c'est-à-dire la personne qu'on suspecte être infectée par le parasite parce qu'il va créer ce qu'on appelle un Covid au bout d'un certain temps. Donc, la personne va se gratter euh, certaines parties. Et donc, on va prendre un scotch qu'on va coller au niveau
du derrière de la personne. Je sais pas comment Mm. dire. Et puis, vu que ces parasites remontent à la surface de la nuit, vers la nuit, je ne sais pas comment ils savent que c'est la nuit, mais quand ils remontent à la surface là, ils se collent au scotch et puis on peut simplement récupérer le scotch et observer. Ils sont vraiment très visibles à l'œil. Même Ok. quand la personne ne doit pas de l'animal, même l'être humain, hein, quand la personne fait des selles et tout, ils peuvent être facilement visibles. Même l'ascaris, hein, très très Mm. très visible quand ça passe Ouais, c'est vrai. Ok, merci bien. Une autre chat, ici, ça devient très actif. Donc, ça dit ici, je veux juste me rassurer que je n'ai pas cette question. Ça dit, quand vous dites la Terre a beaucoup de parasites et que cela explique que les mâles sont exposés à cela beaucoup plus que les femelles, qu'entendez-vous par terre? Est-ce les plantes ou la terre proprement dite? C'est une question dans le chat box. C'est la Terre proprement dite. Il y a une étude qui a montré que le sol Mhm. était un micro-environnement qui jouait comme un rôle de réservoir des différents parasites intestinaux, donc les différents aliments. Et donc, du coup, ils ont, à partir de ça, mené une étude pour voir, mais est-ce que la surface corporelle des animaux n'influence pas leur niveau d'infestation par ces parasites-là? Ils ont montré que les mâles, à cause de leur physique beaucoup plus imposant, ils sont en contact avec une plus grande surface de terre, donc ils sont beaucoup plus susceptibles d'être infectés par rapport aux femelles. Et puis après, il y a aussi d'autres comportements qui vont entrer à l'intérieur, surtout en milieu forestier, la recherche d'aliments, et puis, etc. Mais là, l'étude était menée dans des cadres d'environnement confiné où les animaux sont un peu statiques, comme l'exemple du centre de confinement. Ils n'ont pas une grande surface explorée. Ok. Ok, Christa, ça s'anime vraiment dans le chat box. Beaucoup de questions. Ok. Il y a un membre de l'audience qui revient donc qui dit qui n'a peut-être pas bien entendu pendant la présentation, mais est-ce que tout parasite est nuisible? Non, non. Ça va dépendre du parasite, de ce qu'on appelle la sensibilité de l'autre. C'est-à-dire que toi et moi, on peut être parasité par le même parasite, mais ma sensibilité est beaucoup plus élevée que la tienne. Donc, que tu vas mieux résister au parasite, ton organisme va peut-être même l'éliminer sans que tu ne te rendes compte, alors que moi, il me faudrait un traitement pour éliminer le parasite. Donc, ça va dépendre de la sensibilité de l'autre, ça va dépendre de la pathogénicité du parasite. Et ça va dépendre de la charge parasitaire, parce qu'il y a des parasites, c'est c'est au niveau d'une certaine charge qu'on va considérer que le risque est important ou pas. Hmm. Il y a d'autres parasites où il faut traiter urgemment. Sinon, c'est Ouais. grave. Ok. Avant d'avancer avec la prochaine question dans le chat box, vous avez mentionné charge parasitaire et pendant la présentation, vous avez notamment dit avant qu'il n'y ait de grande mortalité là, de ces primates là au centre, vous avez votre étude notamment déterminé que la charge parasitaire de certains de ces individus était très très élevée. Et ce qui notamment entraîne des risques de zoonose en fait, parce que si non seulement les parasites sont présents, mais ils sont aussi présents en grande quantité, ça cause ce genre de risque. Maintenant, ma question donc c'est est-ce que votre étude était la première et est-ce qu'au centre, donc au CIEMF, il y a un programme de ce qu'on on dit en anglais monitoring, je ne sais pas comment on dit en français, mais de contrôle régulier en fait, Ouais. pour voir, voilà, voir si ces animaux sont sains est-ce que ça existe vraiment? Une question très sensible. Ok, répondez dans la mesure voilà, D'accord. de ce qui est permis, parce qu'on comprend aussi que voilà, ça devient Euh, de temps en temps, ouais. normalement, euh, normalement, il y a un suivi qui doit être fait mensuel des, de, de tout ce qui est agents infectieux Mm. qui peuvent affecter les animaux, mais comment dire,
enfin, euh, il y a quand même certains soucis techniques, surtout, je vous parlais tout à l'heure de la période Covid, ça a Mhm. compliqué quand même beaucoup de facteurs au sein du centre. Et donc, avant cette période, il y a quand même des suivis qui se faisaient. Il y a quand même des contrôles qui se faisaient, surtout pour les nouveaux venus. Là, pour les nouveaux animaux, le contrôle, il est systématique. Mhm. Pour les animaux qui sont déjà dans le site, il faut que l'animal présente des signes pathologiques pour que le contrôle se fasse. Mais normalement, les contrôles doivent être faits assez Ouais. régulièrement au bout d'un certain temps. Donc, par rapport à ça, je vais m'arrêter là. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Non, la question, en fait, bon, c'est peut-être un sujet de discussion et peut-être que ce serait important que, avec peut-être le professeur, votre directeur qui a présenté il y a 3 semaines environ, et vous et puis d'autres acteurs dans la recherche au Gabon, on puisse peut-être avoir une sorte de discussion en panel parce que euh, les, les, les centres de recherche comme le CIRM sont supportés financièrement essentiellement par le gouvernement, en fait, je crois Mm, mm, peut-être à 80, sinon 90%, souvent même à 100%. Est-ce que ces centres fonctionnent comme des business qui peuvent générer de l'argent indépendamment? Parce que ça demande de l'argent, faire du monitoring. Le genre d'études mm, que vous avez, ça coûte en termes de temps, mais aussi de sous. C'est des gros investissements. Donc, s'il faut faire ça mm, régulièrement chaque mois, c'est quand même coûteux. Donc, je crois mm, que c'est un peu ça. Donc, c'est peut-être repenser la nature même de la recherche et comment la supporter, en fait, comment la sponsoriser, comme je suis en train de penser en anglais, comment la sponsoriser dans le futur. Mais ça fera partie. Gina et Laetitia, peut-être que si vous prenez note, peut-être qu'on devrait avoir un échange, une discussion de panel là-dessus et voir comment repenser la recherche, en fait, surtout dans nos pays africains et voir comment ce que, au travers de notre recherche, en fait, on peut générer des sous pour continuer de supporter la recherche. Comme ça, on n'a pas toujours à dépendre de l'État, en fait. oui, Ça oui. peut... Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, je vais avancer. Il y a une question ici de docteur Jackie Baba. Je dis docteur parce que je sais qu'il est docteur. Donc, il écrit en anglais, mais je vais essayer de traduire. Il dit, il vous félicite pour une présentation assez instructive. Et puis, il dit, est-ce que votre étude était seulement restreinte sur les vers, donc les parasites, voilà, vermiformes, je ne sais pas comment on dirait en français. Et puis, est-ce que vous avez intention de vous intéresser à autre chose, en fait, que des vers J'ai parasites? pas dit. Euh, pour l'instant, non. J'ai pas l'intention de, de faire autre chose parce que je suis dans une étude, il faut bien que je la finisse. Ouais. Il faut que je la finisse, mais c'est... Non, pour l'instant, non. Non, pour l'instant. Est-ce que par rapport au vermifores, je n'ai pas bien suivi la question, oui, on travaille essentiellement sur les parasites intestinaux, donc les protozoaires, tout ce qui est elle-même, tout ce qui est protozoaire essentiellement. Donc c'est Ok. sur ça que je suis. Pour l'instant, j'ai pas un regard ailleurs pour regarder Ouais. peut-être des bactéries, les virus associés à ça. Non. Mm. Ok. Et puis la vérité aussi, c'est que quand il y a beaucoup de travail, même quand il y a encore beaucoup à découvrir, et je suis sûr que la recherche, c'est ça. Peut-être que vous allez certainement passer le clair de votre temps en tant que chercheur. Donc, c'est vrai que vous êtes encore au début de votre carrière, mais dans les 30 prochaines années, peut-être vous serez encore en train de vous poser des questions sur ces mêmes, voilà, les mêmes dynamismes là, autour des infections Ouais. des eaux. Parce que en Mm. général, on n'arrive pas en une seule vie, en fait, à répondre à toutes ces questions. Donc, ouais, je comprends donc votre question. Il y a une question ici. D'abord, la personne dit bravo. Elle dit, j'aime le fait que, c'est peut-être un commentaire, j'aime le fait que tu sois si jeune et parle avec beaucoup de passion et de maîtrise sur le sujet. Bravo. Donc, ça, c'était un commentaire. Voilà, j'ai pas vraiment le nom, ça dit juste lien ouvert, mais lien ouvert, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est juste que
Voilà, peut-être que la personne pourrait se présenter à un moment ou à l'autre. Mais il y a une question ici qui dit, ça vient de Martina Viorel, so Martina Viorel, qui dit, bonsoir à tous, j'aimerais savoir, est-ce que tous les animaux que le site récupère sont forcément porteurs de parasites? Non, non, Ok. non. Donc, Non, c'est pas automatique qu'un un non, c'est animal. pas systématique, non, non. Ok. Ok. Mais en fait, il faut donc peut-être distinguer parasite et parasite pathogène. Oui. Voilà. Euh, bon, peut-être même parasite et parasite, parce que Voilà. Mm. voilà, dans le parasite, il y a les virus, les bactéries, les champignons et tout, Ouais. etc. Ouais. Et puis, parasites, il y a les parasites intestinaux sur lesquels on travaille. Est-ce que tous les animaux sont porteurs de ça? Ok. Il y a des animaux qui arrivent au sein du centre qui peuvent être bien portants, hein, bien portants. Ils arrivent, ils passent la phase de quarantaine. Au Mm. sortir de là, on ne trouve rien de particulier. Ils sont insérés directement dans le groupe. Ok. Et donc, la personne qui vous a félicité tantôt s'est présentée, c'est Monsieur Jean Kalenga, qui nous vient du Congo. Et d'ailleurs, il vous encourage à étendre ce genre d'études donc sur les animaux domestiques. Parce que, bien entendu, les chats et les chiens sont beaucoup plus en contact, peut-être même avec nous Les que hommes, la- Et c'est vrai qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont domestiques, vous allez peut-être voilà, commenter là-dessus, ils ne sont pas forcément au contact de la faune et de la flore hors de notre environnement, mais quels sont les risques éventuels? Et est-ce que donc la proposition de M. Kalenga de vous intéresser peut-être aux questions aussi de ces animaux domestiques-là est valide? euh, oui. Bah, déjà, comme je disais, je suis dans une étude et dans notre étude, on a une phase de, de prospection chez tous les animaux domestiques. Mhm. Premièrement, on avait commencé par les petits ruminants, notamment les moutons et les caprins, qui sont très consommés chez nous, surtout à la fête de la Tabaski, la fête du mouton. Et on Mhm. s'est dit, Hum, est-ce que la consommation de ces animaux-là, déjà qu'on mange ça sous forme de coupé, je ne sais pas si beaucoup de gens vont se retrouver, mais c'est Mhm. une sorte on fait fumer cette viande-là d'une certaine manière, ça peut être bien fumé ou pas bien fumé. Donc, peu cuit ou mal cuit. Et Mhm. donc, constituer en fait un danger pour les consommateurs. On se dit, on va pas faire sur ça. Et c'est aussi un papier qu'on est en train de rédiger en ce moment parce qu'on a trouvé quand même des résultats assez forts. Et puis, c'est fort de ça qu'on se dit, on va continuer à prospecter chez les chats, chez vraiment tout ce qui est animaux domestiques, pour voir Mhm. vraiment habituer la population aux bonnes habitudes. C'est-à-dire, quand je finis de caresser mon animal, Mhm. de me laver les mains. On va Ouais. revenir sur les gestes barrières de la COVID, mais de se laver les mains, c'est vraiment très important. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est manuporté, c'est orophécal ou c'est Ouais. transcutané. Donc, en se lavant les mains, on se protège de ça. C'est la Par- première barrière. Pendant votre présentation, vous avez mentionné que vous disiez que il y avait une phase où, je crois, c'est les échantillons humains étaient négatifs. Je crois la première phase de screening qui était, je sais pas, peut-être en microscopique, ou je sais pas. Et puis ensuite, vous êtes passé à la phase moléculaire et ces personnes étaient éventuellement positives. Est-ce que vous pouvez abonder là-dessus? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui cause cela? Hum. Par rapport au fait qu'un individu peut être négatif en microscopie, c'est-à-dire Mm, visuellement parlant, il est négatif, mais positif avec les outils moléculaires, en biomoléculaire, peut s'exprimer par le fait que euh, certainement, le parasite n'est pas dans sa forme visible, premièrement, ou le parasite a été éliminé de l'organisme. ok. Et la partie biomoléculaire qui travaille avec tout ce qui est gène, qui est ADN, et avec tout ce qui est ADN, va permettre de... Parce que quand le parasite est éliminé de l'organisme, il y a quand même des résidus qui sont là. Le passage, il y a des traces du passage de ce parasite-là, ou bien même si on n'a pas pu le voir, il est peut-être caché quelque part. Donc, euh, la,
la partie moléculaire va nous permettre de pouvoir chercher l'ADN de ce parasite-là. Et donc, s'il a été là, on va forcément le retrouver parce qu'il y aura les traces de ce passage. S'il est là, il sera forcément détectable grâce au Ouais. passage. Donc, voici pourquoi ces deux méthodes sont assez complémentaires. Surtout lorsqu'on veut cibler un parasite en particulier, on peut passer à côté et dire que c'est un négatif, donc un faux négatif, alors que si on utilise l'étude moléculaire qui est beaucoup plus pointue que la microscopie, bah, on, euh, on retrouve, on retrouve en fait, on retrouve. OK. Ça, c'est assez intéressant parce que dans votre présentation, on voit qu'il y a un échange des deux côtés, en fait. C'est Oui, plutôt, c'est plutôt bilatéral, comme on dirait oui. en politique. Donc, donc à la lumière de ce qui est arrivé suite au Covid, euh, c'est quand même assez alarmant de constater que dans un environnement comme celui-là qui est fortement scientifique, j'ai visité le CIRF, que en fait, voilà, on est vraiment exposé à, il y a vraiment des risques de zoonose. En fait, ce que Mhm. vous présentez, c'est que les gens vont être contaminés et en échange aussi, ils vont contaminer, voilà. Qu'est-ce qui, c'est vrai, vous n'avez pas de recommandations, mais comment vous voyez l'avenir en fait de ce genre donc de recherche? Est-ce que parce qu'on en a besoin, voilà, pour Mhm. pouvoir arriver à parce que l'un des sujets sur lequel vous travaillez, c'est voir aussi comment les et je vais revenir là-dessus comment les facteurs environnementaux, par exemple, vont influencer voilà le dynamisme autour des zoonoses et puis des Mhm. infections. Donc c'est vraiment important que ce genre de recherche continue. Mais dans 20 ans, 30 ans, comment est-ce que vous appréhendez ce genre de recherche? Est-ce que ça va continuer comme ça et puis on va courir les risques d'avoir Covid 2. Something ou bien il va falloir peut-être que ça change d'une manière ou d'une autre? C'est quoi votre... Et c'est vous le Euh, futur aussi de la parasitologie, de ça en Afrique notamment, en Afrique centrale peut-être. Donc c'est quoi votre commentaire là-dessus? Ce que je pense, c'est que le but de la recherche, c'est pouvoir nous aider à mieux vivre, à mieux Mhm. mettre en place des stratégies. Et donc, ces différents travaux-là, c'est vraiment pour nous aider, nous en tant que, enfin, nous, en tant que le personnel des sciences, la direction des sciences, de pouvoir euh, assurer d'abord la bonne santé de ces travailleurs, mais aussi, au final, le but pour lequel le centre de conservation a été, le centre de primatologie a été là, c'est pour conserver les animaux et non les rendre malades. Et donc, de mettre en évidence tous ces éléments-là nous permet de, de mieux faire, d'avoir le bon geste, d'avoir les bons réflexes pour non seulement garantir la pérennité de ce qu'on fait, parce qu'on veut Mhm. protéger les animaux, on veut protéger notre faune, mais aussi on veut être en bonne santé. Et puis, en gros, c'est cela. Je crois que le but au final, c'est d'assurer la bonne continuité de notre propre vie, mais euh, Mhm. aussi de la vie de notre environnement, en fait. Donc, c'est ce OK. que je veux dire par rapport à ça. Nous donner les bons gestes, les bons gestes, les bons réflexes. La bonne OK. stratégie. OK. Il y a beaucoup de questions. Je vais repartir dans le chat box. Vous avez beaucoup, beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes celles qui sont là. J'ai une dernière question. Donc, on aura encore peut-être pour 10 minutes. OK. Ça montre juste combien intéressant était la rencontre de ce soir. Donc, l'une des questions ici, c'est Julie qui la pose, Likembele, qui dit les animaux infectés peuvent-ils présenter des symptômes visibles? Oui, Mhm. oui, oui. Au bout d'un certain temps, en fonction de la charge parasitaire, on peut avoir des toux, des vomissements, des amaigrissements, des avortements, euh, plein de symptômes peuvent se présenter aussi, et puis en fonction aussi du parasite, hein. Il y a des symptômes bien particuliers attachés à ça. Mhm. Donc, j'avais un petit tableau que j'avais dressé justement par rapport à ça, des parasites et leurs symptômes. Comment distinguer ces parasites-là. Donc, oui, les animaux peuvent présenter des symptômes très visibles. OK. Voici Est-ce pourquoi que... Ouais, allez-y. Oui, voici pourquoi, quand on a travaillé sur les parasites qui infectaient les petits ruminants, l'un des points forts, c'était de voir que
ces parasites-là étaient à l'origine des pertes économiques chez les éleveurs qui partent de 30 à 50%, parce que ça va affecter l'état de la viande, ça va affecter le goût de la viande, le poids de l'animal. Vraiment, Mm. c'est- Ouais, ça c'est intéressant. Et par expérience, est-ce que dans votre travail, vous arrivez de voir un organisme et puis vous dites que celui-là, il a l'air il a l'air mal en point et certainement malade. oui, oui, plusieurs, même, plusieurs. Parce Mm, qu'on on fait beaucoup de terrain, on rencontre des éleveurs, et mm. puis au cours de ces prospections-là, on a eu la possibilité même de voir des avortements hein, devant nous. De- voilà. Oui, oui, oui. OK. C'est visible, c'est visible. Wow. OK. Une autre question dans le chat box, ça vient encore du docteur Jackie Baba qui dit quel genre d'amorce avez-vous utilisé dans les tests PCR? Ça, c'est la première question. La deuxième qui va avec, c'est est-ce que ces parasites peuvent être détectés par des méthodes sérologiques? Oui. Je pense que oui. Les méthodes sérologiques, j'avais déjà vu un papier dessus où Mhm. ils avaient effectivement déterminé les parasites intestinaux hein, avec, avec des méthodes sérologiques. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait. J'espère que je pourrai faire ça un jour. C'est toujours intéressant d'apprendre. Et puis, en fonction des annonces, donc j'ai cherché un petit papier là. Ça a différé, les grandes annonces qu'on a utilisées a différé en fonction du parasite. Je crois OK. que, excusez-moi, un petit moment, le temps de chercher ça. On a d'abord commencé par un pan nématode pour pouvoir faire du bon, je retrouve pas le document où j'ai les Ouais. Mais annonces. ce que vous pouvez faire, c'est, je sais que vous êtes connecté en contact avec Laetitia et Gina, donc vous pouvez simplement leur envoyer les D'accord, informations. Et d'accord. puis, voilà, Oui, on pourrait communiquer avec d'accord. le docteur Ibaba le moment Oui, venu. mais je vais quand même répondre. On a utilisé un Ok. pan c'était pour pouvoir scrimer, pouvoir faire tout ce qui est balayage de la présence des nématodes. Ensuite, on Ok. a utilisé des amours plus spécifiques en fonction de chaque parasite qu'on recherchait. Donc, on avait des 5S et puis des 23 et ça dépendait vraiment du parasite qu'on cherchait à identifier. Maintenant, comme il disait, si vous voulez, je peux toujours envoyer le petit tableau avec les différentes annonces qu'on a utilisées. Ok. Ce que vous n'avez pas fait de sequencing parce que c'était pas nécessaire, n'est-ce pas? Ou c'était juste faire du screening pour voir. On n'avait pas assez d'argent. Ouais, ouais, mais et puis c'est beaucoup. Mais à ce stade-là, c'est juste savoir si, Oui, oui, si oui, oui. le parasite Mm, est présent. mm, Et puis mm, avec la méthode, donc l'autre méthode, c'est de confirmer de manière oui, visuelle, donc, mm, pouvoir identifier. On pourrait parler, parce que ici, dans mon département, je suis au département de zoologie à l'université de Free State. On a une machine qui est excellente, en fait. Ils appellent ça Loop. Euh, euh, En fait, c'est un genre de PCR, mais isothermique. Tout se fait à 60 degrés Celsius. mm. Et, euh, et voilà, mais ça utilise un système un peu complexe d'amorce. Mais c'est vraiment excellent pour le screening parce que voilà, et c'est rapide. Au lieu de 3 à 4 heures de PCR, ça, vous faites ça en 1 heure et vous avez votre résultat. Mais on pourra en discuter. Et ce serait bien si vous êtes intéressé à avoir une formation là-dessus et tout. Et c'est une machine assez rare. La, bien que la méthode existe depuis peut-être une quinzaine d'années, mais elle est encore très peu utilisée, mais avec beaucoup de potentiel, surtout quand il faut faire du screening essentiellement. On pourra en reparler. D'accord. Euh, Question ici, mais ça n'arrête pas d'arriver, hein. Ok, j'essaie juste de me retrouver. Désolé. Voilà, j'ai retrouvé la question sur les amorces. C'était à partir de là. Euh, donc il y a quelqu'un qui vous encourage à élargir vos relations avec plusieurs autres pays et autres centres. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt. Ce serait bien de penser venir en Afrique du Sud, par exemple, découvrir d'autres méthodes et tout. Vous êtes dirigé par
C'est qui votre directeur aussi, Anne? Le, Mon directeur principal, c'est le professeur Larson Budega, mais Oh, le ok. professeur Barthélémy, il est dans l'équipe. Mais elle, celui qui est mon directeur officiel, c'est Larson, le professeur. Ok, mais donc, il n'y a pas de souci. Larson, on se connaît bien. Et puis, je travaille avec, mais avec Barthélemy, on travaille ensemble souvent quand, voilà, mais on pourra en parler parce que c'est D'accord. à cause du temps et parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, mais on va en discuter. Donc, ce serait bien de voir comment est-ce que vous pouvez venir ici et puis découvrir autre chose, d'autres possibilités, en fait, qui vont certainement élargir vos options. Il y a une question ici. Donc, ça, c'est la personne qui suggère que vous puissiez rentrer en contact avec d'autres personnes. Voilà, qui dit aussi, quel plan avez-vous pour apprendre ce genre d'informations aux enfants, donc pour enseigner ce genre d'informations aux enfants, car Mm. c'est la demain, ils doivent pouvoir comprendre l'importance de ces choses et y participer. C'est Peut-être vrai que peut-être nous dire votre histoire, comment est-ce que vous êtes arrivé dans la parasitologie, en fait? comment je suis arrivée là? J'ai commencé, c'est là où j'ai connu Monsieur Junior, euh, Mhm. dont vous me parliez tout à l'heure. J'ai commencé par une formation en agronomie. Et puis après, je me suis spécialisée en zootechnie. Et puis là, ce qui m'a vraiment passionnée à l'intérieur, c'est la santé des animaux. Et OK. puis, au sorti de là, j'ai voulu faire un master qui se rapproche beaucoup de ça. Je suis allée étudier Euh, j'ai fait un master en biologie des populations et puis l'option, c'était tout ce qui est micro-organismes qui peuvent être pathogènes aux animaux. Et Mhm. puis après ça, j'ai quand même fait un master en infectiologie parce que je voulais vraiment être calée dans tout ça. Et puis, enfin, quand je lis la question, je me rends compte que mais c'est vraiment ça le but, en fait, de pouvoir, au terme de ça, vulgariser, en fait, cette information, surtout aux enfants, parce que ce sont eux les populations cibles, ce sont eux les populations fragiles par rapport aux parasitoses Mhm. intestinales. Ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et puis, quand je lis cette question, je me dis, mais j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé, on n'y a pas pensé, on n'a vraiment pas pensé à ça et ça me fait réfléchir en fait. Ça me fait vraiment réfléchir à la question. Ouais. C'est un peu, comme je disais, en fait, ce serait intéressant et je vais à nouveau attirer l'attention de Laetitia et de Gina. C'est intéressant d'avoir une discussion de panel où on pourrait, euh, voilà, surtout avec des gens comme, c'est-à-dire vos professeurs, vos directeurs, et puis des gens comme toi, donc vraiment au début de la carrière, pour pouvoir repenser vraiment la recherche parce que ici, par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est que de plus en plus, on essaie de sortir donc du cadre de l'université, de la classe, et puis d'essayer d'accroître l'impact de la recherche sur la société, en fait. Parce que ce que vous dites, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, l'une des questions encore du frère qui vient du Congo, je crois que c'est Jean encore qui a une question. Il demande, par exemple, à nous, les mangeurs de viande, là, de viande de brousse, comme on dit vulgairement chez nous, qu'avez-vous à nous dire? Donc, tu vois, c'est ce genre de choses-là qui, qui aiderait les populations. Voilà, donc ça veut dire que partir dans les écoles, partir vers les populations pour leur donner ce genre d'informations scientifiques, mais données de manière voilà, sociale et puis directe. Donc, à quelqu'un comme Jean qui aime sa viande de brousse, Mhm. qu'avez-vous à lui dire? Bah, de la consommer en dehors des animaux strictement protégés, de la consommer, mais de, de s'assurer en fait qu'on mange des aliments bien cuits. Ok, C'est juste ça. ok. Bien faire cuire la viande, nous, est une première barrière de protection. Donc, Mhm, on peut toujours consommer la viande, mais juste veiller à ce qu'elle soit bien cuite. mhm, Sinon, quand on consomme ça dehors, bah, je ne sais pas comment faire. mhm. Je ne sais Ouais, pas. Là, ce sera, enfin, j'arrive même pas à répondre parce que me dire, bah, sensibiliser les commerçants, c'est quelque chose, hein. C'est pas une mince affaire de dire à un vendeur de viande boucanée dehors de veiller à ce que ça son aliment. Surtout chez nous, hein, bon, je parle peut-être le cas du Gabon, hein, mhm. c'est on a- c'est un niveau assez élevé encore chez nous, en fait. Ouais, Sensibiliser les commerçants, c'est ouais. quelque chose.
Ok, donc je vais lire, on va bientôt terminer, mais je vais quand même, on va avancer parce qu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'intérêt dans le chat box. Donc, j'étais sur une question de Monsieur Bukundu, je crois, ça vient juste de bouger, voilà. Il dit, en fait, voilà, ça ramène sur le fait qu'il y a vraiment besoin, le genre de recherche que vous faites est tellement importante que les gens ont besoin de savoir. Maintenant, il dit, quels sont les moyens mis en place pour que, voilà, le genre de résultats de vos études soit connu du plus grand nombre? Ça, c'est l'une des questions. D'ici, c'est Monsieur Bukundu. Hervé Gesli, j'espère que c'est pas on va dire c'est le Bukundu Bunduku qui est euh, présent dans l'audience. Voilà. Donc quelles sont les mesures en place pour que ce genre de recherche voilà. Bah, des plateformes telles que celle-ci, Ok. déjà, ça permet de partager les résultats qu'on trouve. Et puis, il y a d'autres, pas pareillement, mais il y a d'autres plateformes un peu comme les journées scientifiques à l'université où Mm. on essaie de participer et puis de partager au plus grand nombre ce qu'on peut retrouver. Mais en dehors de ça, dans mon étude, là, ça me fait réfléchir, surtout à cause de la première question, on n'a pas mis en place une stratégie de vulgarisation de l'information. Oh. Là, on est enfin, la manière dont on a mené le projet, c'est on collecte les données et puis on publie. Et puis après, c'est vrai que tout le monde, la population locale n'a pas forcément accès aux articles scientifiques, aux voix, et tout ça. Et donc là, du coup, ce soir, moi, je pars en me disant, mais comment faire pour vulgariser en fait les travaux qu'on fait, vu que c'est pour la santé publique qu'on le fait. Oh, Donc, exact. au final, que ça sert. Ouais. Merci pour Donc, votre question. ouais. Et le commentaire de M. Bunuko est vraiment, vraiment important. Euh, il- de plus en plus, en fait, dans les milieux scientifiques, il y a la nécessité, donc, comme je disais, de pouvoir vulgariser les trouvailles. Ce qui se fait en Afrique du Sud en ce moment, c'est souvent à deux niveaux. Donc, de manière intentionnelle, lorsque vous avez publié quelque chose, vous pouvez écrire ce qu'ils appellent un article populaire. Et on a des journaux ici, donc on va dire, pas journal dans le cadre scientifique, mais simplement, voilà, voilà des magazines, voilà, qui peuvent être même simplement en ligne ou publiés de façon écrite. Et là, vous vous rapprochez de ces voilà, magazines, journaux-là, pour pouvoir proposer un article ou deux qui présente de manière voilà, simple, en fait, vos trouvailles scientifiques. Mais de plus en plus, et ça, par exemple, j'ai contribué à ce genre chaque année d'ailleurs, et récemment, il y a peut-être 2 mois, voilà. Donc, de plus en plus, c'est des journaux, c'est des magazines de l'extérieur qui découvrent juste que vous faites un travail assez bien et puis qui vous contactent et qui demandent si voilà, vous pouvez contribuer euh, voilà, avec un article qui parle de votre recherche. Souvent, ils vont vous envoyer une série de questions et dire qu'on a lu, on a entendu parler de ceci, cela. Est-ce que vous pouvez me dire plus à ce niveau, à ce niveau? Donc, je me dis, c'est peut-être ça, ça aiderait. Parce que si dans l'Union, par exemple, de temps en temps, voilà, on peut avoir une ou deux euh, un ou deux articles en fait qui couvrent en fait des trouvailles faites par des scientifiques au Gabon. Ce serait intéressant. Donc c'est ce Ouais. genre de choses là. Mais je me dis la Sonapresse, comment ça s'appelait au Gabon? C'est Sonapresse, n'est-ce pas? Qui publie l'Union Mm. euh, et l'USTM peut se retrouver et le science peut se retrouver et puis dire que bon voilà on va créer ce lien là et puis essayer de Mm. vulgariser. C'est vraiment Ouais. vraiment important. Vraiment, Très vraiment importante et intéressant. c'est vraiment le futur et spécialement ce genre de recherche qui, comme vous dites, parle de santé publique, en fait, conséquences sur la santé publique, et tout le monde mange cette viande-là au Gabon. Donc, on sait, on sait que les conséquences, sinon les ramifications sont assez importantes. On a Monsieur Balimbi Junior, que vous connaissez d'ailleurs. Donc, il dit, au vu des résultats de votre étude, il serait intéressant de mettre en place des campagnes de sensibilisation auprès des enfants, notamment au niveau des écoles. Et puis, il proposerait, par exemple, de faire des fiches de sensibilisation avec des animations pour mieux attirer l'attention des enfants sur les risques. Commentaire. Oui, ok.
Oui, oui. Oui, oui. D'accord. OK, Je donc, prends note. Je prends note. et ouais. Je veux parler d'un jeune homme dans mon département ici qui travaille sur les chauves-souris. Et ce qu'il a fait récemment, ce qu'il a fait il y a 1 an ou 2 ans, non, 1 an, en fait, le livre, il est sorti. Il a écrit un livre simplement pour enfants, parce que à cause de la période Covid, et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les chauves-souris et tout ça. Et puis, déjà, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup voilà, comment on va dire, le mot qui me vient en anglais, ça parle de misconception, mais nous avons beaucoup de croyances, en fait, parler simplement, qui souvent ne sont pas, voilà, qui souvent, surtout pour les animaux comme les chauves-souris, sont, comment on dirait en français, péjoratifs, nuisifs, euh, voilà, l'anglais, voilà. Et il a écrit un livre pour enfants oui, il a créé toute une histoire et puis et au travers de l'histoire, il a éduqué en fait, voilà. Et le livre était tellement intéressant. J'ai non seulement acheté pour mes enfants, mais j'ai même créé, j'ai tout fait pour que ma fille puisse le rencontrer avec, voilà, dans un cadre où ils ont pu discuter. Et puis récemment, la semaine dernière, donc le 12, il y a quelques jours, même pas une semaine, nous avons eu une cérémonie de ce qu'on appelle graduation, une remise de diplôme ici, où il a intervenu devant non seulement, et ça, c'est l'une des plus grandes célébrations, en fait, à l'université. Donc, on lui a donné le podium et il a parlé, il a partagé son expérience et tout. Et donc, ce livre-là, et ça, c'est un étudiant qui est doctorant aussi, d'ailleurs, comme vous, dans mon département, ici, au département de zoologie à mon université, et qui travaille avec un collègue. D'ailleurs, le collègue attend un étudiant qui vient du Gabon, Serge Vina, qui va. Donc c'est un peu ça, c'est penser à ce genre de, voilà, moyens là pour pouvoir sensibiliser les. Mais comme je disais, on est en communication avec, on est en collaboration d'ailleurs avec le CIRMP. Le CIRMP d'ailleurs a signé, si vous ne le savez pas, une convention avec mon université. Et c'est moi d'ailleurs qui ai facilité, quand l'ancien directeur est arrivé ici, c'est moi qui l'ai introduit au recteur et puis aux autorités de mon université. Donc, au niveau en dehors de Share Screen Africa, en ce qui concerne la relation entre le CIRMP, l'USTM et notre université ici, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, il va falloir vraiment qu'on discute. Mais c'est bon de savoir que vous travaillez avec Boudenga et puis professeur Barthélémy, donc on aura le temps de discuter. Voilà, c'est pas, un mot de fin, Christa, avant que... Bah, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Ça fait déjà un moment quand même que je travaille sur les parasites et puis en fait, de pouvoir en parler, ça me fait vraiment plaisir parce que, enfin, c'est un fait malheureux. Il y a quelques semaines de ça, j'ai perdu un proche à Mhm. cause de, à cause de, à cause de ça. Et Ouais. puis, je me dis, mais c'est vraiment dangereux en fait. C'est vraiment dangereux. C'est vrai qu'on se dit, bah, c'est une simple diarrhée et tout. Mais il y a beaucoup de conséquences que ça peut engendrer à l'intérieur. La présence d'un parasite peut compliquer en fait une situation. Euh, et donc, de pouvoir en parler ce soir, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des interventions, ça m'a donné à réfléchir quand même sur certains points qu'il faudrait améliorer. Donc, je l'avais bien les mains, c'est important. Et puis, voilà, merci à tous. Merci à tous. Vraiment ému.